ouvre cette séance, ce Beit HaMidrash, avec ces belles lignes de Yehuda Amichai, qui est un de mes poètes de prédilection. Quand un homme meurt, on dit qu'il s'est réuni à ses ancêtres, hein, Ne'esaf el Avotav en hébreu. Tant qu'il vit, ses ancêtres sont réunis en lui. Chaque cellule de son corps et de son âme représente l'un de ses milliers d'aïeux depuis le commencement des générations. Voilà, je trouve que c'est particulièrement adapté à ce qu'on va voir aujourd'hui avec le poète Avot Yeshurun. Ah, ça y est, je commence à écrire, j'ai changé de langue, donc je vais quand même écrire plutôt en français, même pour les mots hébreux que je translitérerai. Donc, Avot Yeshurun. Alors, petite introduction beaucoup plus générale, mais évidemment qui va se resserrer sur le sujet du jour. Un très célèbre chercheur en littérature yiddish et hébraïque qui s'appelle Binyamin Arshav, qui est américain d'ailleurs, et qui explique, dans un article assez célèbre, le phénomène du polylinguisme dans l'histoire juive comme le résultat d'un mythe fondateur qui est selon lui bipolaire, c'est-à-dire lié tout à la fois à la nostalgie du berceau national, de la patrie, et aux conditions spécifiques qui accompagnent l'expulsion ou la fuite d'un pays. Il signale d'ailleurs à juste titre qu'Abraham avait bien sûr lui-même été expulsé de sa patrie, expulsé entre guillemets, vers un nouveau pays. Je rappelle Genèse 12:1, Lech Lecha, un nouveau pays complètement inconnu qui, avec le temps, est devenu la patrie d'Israël. Donc ce mythe fondateur pourrait englober la plupart des épisodes clés de l'histoire juive, non seulement la destruction du Second Temple et la diaspora qui en résulte, mais aussi l'expulsion de l'Espagne en 1492, ou bien, dans le contexte contemporain, expulsion des Juifs irakiens de leur pays d'origine vers le jeune État d'Israël, etc., etc. On en a connu d'autres depuis. Ce raisonnement, en fait, postule que ce mythe fondateur est à l'origine du modèle multilingue caractéristique des Juifs. L'expulsion, le départ volontaire ou la fuite se faisait aussi dans le passage d'une langue à l'autre, pour reprendre le titre d'un célèbre film, ou dans la plupart des cas, d'ailleurs, à plusieurs autres. En tant que minorité, les Juifs ont adopté la langue vernaculaire, c'est-à-dire parlée au quotidien, de la nouvelle région, et la langue officielle du régime global, tout en gardant l'hébreu comme langue de la Bible, de la prière, de la communication épistolaire, ne l'oublions pas, aux côtés de l'araméen, bien sûr, langue du Talmud. À cela s'ajoute la langue ou les langues du pays d'origine, gravées dans la mémoire communautaire, tout comme les langues juives, issues de la langue officielle, allemand, polonais, yiddish, judéo-espagnol, judéo-grec, judéo-turc, judéo-marocain, judéo-arabe, judéo-baghdadi, etc., etc. En suivant donc cette logique, Arshav décrit la langue de l'État d'Israël comme une structure à trois niveaux. Au milieu, l'hébreu, première langue nationale, celle de la loi, administration, éducation, et surtout de l'identité nationale. Au-dessus, au premier rang, la métalangue, qui est actuellement l'anglais, langue des sciences, diplomatie, communication internationale, et puis en dessous, au troisième rang, les langues des immigrés et des minorités, le russe, l'arabe, le français, le yiddish et tant d'autres. Il va de soi, et là je quitte Arshav et une partie de son article, que ce modèle de multilinguisme constitue bien sûr un miroir qui reflète les divers composants de la société dans laquelle il apparaît et qui, dans ce sens, doit être considéré comme une couche obligatoire d'un modèle de multiculturalité. D'autre part, le modèle multilingue et donc multiculturel en Israël constitue actuellement une alternative à l'ancien discours sioniste du nouveau juif et même du nouvel hébreu, avec la négation de la diaspora, la fameuse Shelilat Agalut, négation de la diaspora,
comme base idéologique. Donc, ce nouveau discours alternatif, on pourra dire, n'a vu le jour au sein de la société israélienne et de façon très progressive qu'à partir des années 70. Il s'agit d'une démarche identitaire qui vise à l'acceptation du passé en tant que partie intégrante du présent, seule clé capable d'ouvrir la voie à une intégration vraie et à une prise en compte, une prise en compte véritable euh, de l'intégration de tous. Alors, Avot Yeshurun. Avot Yeshurun a comme nom de son nom, j'allais dire son nom de baptême, les Havdil. Son nom de juif en Israël est Yechiel Perlmutter. Yechiel, j'essaie d'écrire ça le plus simplement possible en translittéré. Perlmutter, voilà. Il naît en 1904 dans une petite ville du sud de la Pologne, c'est-à-dire ce qu'on appelle en yiddish Galicie, hein, la Galicie orientale. Et il est élevé dans un foyer à tendance chassidique, au sein d'une famille extrêmement chaleureuse, extrêmement enveloppante, avec beaucoup de frères et sœurs, avec un personnage maternel qui aura une très grande influence sur lui. Il émigre contre la volonté de sa famille en Palestine mandataire en 1925 et il travaille comme ouvrier agricole, comme gardien de nuit pendant de très nombreuses années. Son premier recueil de poèmes paraît en 1942, c'est-à-dire qu'il a quasiment 40 ans. Et, poème intitulé Al-Chachmot Drachim, un peu difficile à traduire, comme beaucoup de choses chez, chez Avot Yeshurun, au sujet des sagesses des routes, hein, sur les sagesses des routes, si je puis dire, comme cela. Et, la plupart des membres de la famille Perlmutter seront assassinés pendant la Shoah, y compris sa mère, une perte qui va hanter l'œuvre ultérieure du poète à telle enseigne qu'il va cesser d'écrire jusqu'en 1961 et que le thème de la brisure ou de la cassure est un thème qui va vraiment obséder, même plus que hanter, toute l'œuvre ultérieure du poète. Il reprend donc l'écriture en 1961 et c'est d'ailleurs à cette époque qu'il va adopter officiellement le nom de Avot Yeshurun, on pourrait traduire par les pères veille de Shur, la racine Shur qui veut dire regarder, scruter, mais aussi Yeshurun comme un second nom de Jérusalem et donc d'Israël, hein. Donc soit les pères veille, soit les pères d'Israël, soit évidemment les deux. Et je reviens au personnage de sa mère, puisque c'est sous son influence qu'il s'est intéressé très très tôt à la littérature et aux langues. Il explique d'ailleurs le nom même de Avot Yeshurun, même si c'est la composante paternelle qui domine dans ce nom, par une association maternelle et yiddish que je vous livre. C'est tiré des nombreux entretiens qu'il a accordés à sa fille Hilit, qui est toujours de ce monde, et qui est une grande journaliste et traductrice littéraire et qui traduit entre autres, petite digression, de la littérature française et qui a traduit quelques-uns des volumes de La Recherche du temps perdu. Donc, vous voyez, quand même quelqu'un qui connaît un tout petit peu le français. Faut le faire, hein. Et donc voilà ce que raconte Yeshurun à sa fille pour l'association maternelle et yiddish de ce nom Avot, justement, donc les pères. Je me suis dit, souviens-toi de ton enfance. Je pourrais peut-être trouver quelque chose de mon enfance. Je me suis souvenu de ma mère.
chantant de sa belle voix de belle berceuse à mes frères. Une fois, elle s'est penchée sur le berceau et a chanté pour le plus jeune, en yiddish et en ukrainien. Mais les enfants ne s'endormaient pas, et ma mère s'est arrêtée de chanter et a crié avec excitation Tatelech, Tatelech, qui veut dire petit père, petit papa, ou même petit papa chéri en yiddish. Et puis l'enfant a compris qu'elle n'allait pas chanter et il s'est endormi à son tour. C'est ainsi que j'ai pris le nom de Avot. Fin de citation. Une autre grande chercheuse de la littérature hébraïque, Naomi Zeidman, observe que cette disparition du diminutif, puisque Tatele est un petit père, hein, mon petit papa. Dans Avot, on n'a pas petit papa, on a les pères, évidemment. Donc, pour elle, cette disparition du diminutif dans le passage à l'hébreu pourrait signaler le processus de remplacement d'une enfance yiddish par un âge adulte hébraïque, mais pourrait être aussi une dissimulation de l'existence continue du garçon yiddish qu'il a été et qu'il continue à être. Bon, vous allez me dire que c'est un peu psy, mais je trouve que cette observation de Naomi Zeidman tient assez bien la route. Et on pourrait, dans le même ordre d'idées, affirmer que les Tateler, je vais vous l'écrire, hein, donc petit père en yiddish, ça vient pas de Vater ou Futter ou je ne sais quoi, ça vient d'une langue slave, du tate polonais qui signifie le père en polonais tout simplement. Et donc on pourrait dire que les pères, donc ces fameux tateler, hein, fonctionnent aussi, pourraient aussi fonctionner comme une métonymie de la langue yiddish elle-même, hein, une métonymie qui signifie nommer un tout par l'une de ses parties, hein, et que donc ces petits papas chéris euh, par lesquels on peut nommer les enfants aussi. Hein, on peut dire meine Tateler, comme mes petits chéris, mes petits enfants, mes petits pères. De même qu'on dit Mamele, qui veut dire petite mère, pour aussi appeler un enfant. Euh, En tout cas, c'est cette traduction en hébreu qui dissimule, peut-être, sans doute, en tout cas pour Avot, comme on vient de l'entendre, qui dissimule la présence du yiddish et qui montre que l'hébreu se souvient du yiddish, de cette langue de la mer. Je vous le rappelle quand même, hein, un des noms du yiddish, c'est Mame Lochen, hein, avec, comme adore le faire le yiddish, cette dualité de l'hébreu Loshen, Lachon évidemment, et Mamé, qui est bien sûr le nom de la mère, petite maman chérie d'origine slave. Donc cette langue maternelle qui reste présente dans la nouvelle culture et la langue nationale masculine, hein, donc Avot Yeshurun. Euh, cette traduction en fait de l'affection yiddish en hébreu qui permet pour Avot, qui permet sa survie. Mais dans l'histoire, il y a cette coupure, la coupure de yiddish en Israël, comme vous le savez sans doute, qui, comme toutes les autres langues juives, d'abord le yiddish, puis ensuite, on pourra le faire dans un prochain, les langues judéo-arabes, qui ont été retranchées. Hein, elle a vraiment une histoire de carette au sens propre, puisque karat veut dire vraiment tranché, qui ont été vraiment retranchées de l'environnement hébraïque. Et donc le champ de la mer qui est coupé, hein, qui est tranché, et cette coupure ou cette rupture qui est également, on peut le dire, à l'origine du nom hébreu de Havot. Bon, j'ai assez euh, euh, tourné autour de ce changement de ce changement de nom, mais qui est tout de même extrêmement important. Et, en 1952, il publie un poème euh, dans le journal Haaretz. Et le poème s'appelle Pesach al-Kuchim, c'est-à-dire court, on pourrait appeler ça une espèce de niche, on appelle ça Pesach sur les niches en général. Je vais peut-être vous l'écrire quand même en hébreu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais surtout vous en parler, hein, je ne l'ai pas, Pesach al-Kuchim.
Un cours, c'est une sorte de récipient creusé. Et dans ce texte, pourquoi il est si important, Yeshurun crée cette fameuse polyphonie de langue en utilisant son hébreu, et son hébreu, c'est celui de la troisième Aliyah, qui n'est pas encore un hébreu complètement défini, complètement enraciné, hein, dans le paysage hébréo-israélien, si je puis dire. Il utilise cet hébreu qui comporte justement des mots yiddish et des expressions en arabe. Et de quoi parle-t-il? Il parle avec tristesse de la disparition des paysans arabes, issus du modèle bédouin biblique et qui étaient admirés par les gens de la première et même de la deuxième Aliyah, c'est-à-dire depuis les années 82 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et, il parle du paysage israélien d'après 1948 en évoquant la destruction totale des Juifs de Polen, c'est ainsi qu'il l'écrit en hébreu, qui signifie la Pologne en yiddish. Ah, pardon, il faut que je repasse au caractère latin. Polen, voilà. L'oubli du... Ah, alors comment on va retrouver le mot dans un texte? Yandes. Alors, Yandes, évidemment, l'ordinateur écrit ce qu'il veut, mais moi, je ne suis pas d'accord. Yandes, il s'agit de la prononciation yiddish du mot Yahadut. Ah, excusez-moi, parce que j'ai plein d'alphabets différents. Et donc, ça, Yahadut, bon, que tout le monde connaît, évidemment, le judaïsme. Avec ce noun au milieu qui pourrait vous surprendre, hein, ça pourrait être Yahades, mais il faut se rappeler que les yiddishistes n'aiment pas les hiatus, et donc dans Yahades, on a ce vide qui a été comblé par un noun, de la même façon que Yaakov, Yaakev, en yiddish se dit Yankev, avec un noun au milieu. Donc ça procède en fait du même de ce même phénomène linguistique, si je puis dire, puisque c'est vraiment de la langue parlée. Et ce yandes qui signifie le judaïsme, certes, mais qui signifie aussi la moralité juive, hein, qui signifie le fait d'être moral, et qui signifie aussi la chutzpah. Hein. Dans certains contextes en yiddish, yandes, c'est avoir la chutzpah juive. Voilà. Donc tout ça groupé. Et donc, dans ce poème sur Pessah en question, Pessah à la Kourim, il évoque ce Yandes qui, pour lui, évoque en premier lieu quand même la conscience, la moralité juive. Hein, c'est un terme qu'il va beaucoup reprendre. Or, à la différence de nouvelles de Samer Yizhar, de Yizhar Smilansky, de son vrai nom, qui est un auteur très important également, on pourrait d'ailleurs aussi, enfin bon, tellement d'auteurs. Tu rappelles juste les dates, Michel, de Oui, 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 Samer oui, Khizar. oui. Oui, oui. Samer Khizar, oui, je vais rappeler les dates, sauf qu'il y a des gens que je connais par cœur, mais d'autres non. Donc je regarde juste. En tout cas, il est né à la toute fin, c'est genre 1894, ou quelque chose d'approchant. Je vous dis ça dans 30 secondes. Non, quand même pas. 1916-2006, autant pour moi. Il est déjà du XXe siècle. Son Son père était Moshe Smilansky, qui était un des premiers écrivains qui parle beaucoup des Bédouins, justement. En tout cas, sa mère Khizar, lui, s'est fait connaître autrement. Dès 1949, il publie deux nouvelles, Le prisonnier et Khir Betriz. Le prisonnier relate le cas de conscience aigu d'un soldat, d'un jeune soldat de la toute jeune Tsahal, en 49, qui, son bataillon a décidé qu'il fallait absolument faire un arabe prisonnier pour montrer que. Et donc il trouve un berger, un malheureux berger, bien sûr innocent de toute chose, et que notre narrateur à la première personne est chargé de ramener à sa base. Et c'est Tempête sous un crâne, pendant une vingtaine de pages, où la communication est impossible entre ce jeune juif et ce vieux berger arabe, qui comprend absolument pas ce qu'on lui veut, évidemment, et notre jeune juif qui est écartelé entre, évidemment, l'ordre qu'on lui a donné et son humanité.
Ça, c'est Samer Yizar. Le deuxième, c'est Khirbet Riza, qui est un épisode très connu d'un village arabe qui a été évacué. Hein. Les gens n'ont pas été chassés, mais ça revient quand même au même. On les a priés de faire leur bagage et de laisser la place libre. Ces deux nouvelles, qui sont traduites en français, sont parus donc en 49, mais c'est le poème de Havot qui a été le plus violemment critiqué, comme si c'était une menace pour l'éthos, pour l'idéologie sioniste des années 50. Et le poète, pardon, Meir Wieseltier, je vais aussi donner son nom, et il vient de nous quitter l'année dernière, Meir Wieseltier. D'ailleurs, ça s'écrit, enfin, bon, 1941. Oh, je rouspète dès que je fais 2023. Meir Wieseltier, qui est vraiment un poète contemporain, qui d'ailleurs apparaît d'une langue à l'autre de Nourit Aviv, si vous avez ça chez vous. Il dit en 2002, aujourd'hui, chacun parle des Palestiniens, mais qui l'a fait tout de suite après la création de l'État, quand les blessures étaient encore ouvertes? Réponse, Avot Yeshurun. Et en fait, euh, cette critique violente contre le poème, c'était pas tant le thème que la langue. Pourquoi? Parce que c'était l'une des toutes premières apparitions, encore une fois, de cette polyphonie linguistique dans la poésie israélienne, un mélange alors d'hébreu, bien sûr, mais aussi d'araméen, de yiddish et d'arabe. Et le résultat, c'est une langue étrange et incompréhensible, nous dit la grande biographe, enfin la biographe de Yeshurun qui s'appelle Ida Tsurit. Et, en fait, ce qu'on constate tout de suite avec ce poème, c'est que Avot s'identifie avec la souffrance de la population palestinienne expulsée et que c'est cela, le fait d'écrire en arabe, évidemment, qui provoque une énorme réticence auprès du lectorat israélien. En fait, dès 1948, dès après 1948, Avot Yeshurun rejette le discours officiel du, on peut parler de mythe sioniste, discutable, hein, pourrait ne pas être d'accord, exprimé en hébreu pur, entre guillemets, la langue officielle, et propose, donc dans la langue de Avot Yeshurun, une autre vision qui offre sa place non seulement au yiddish disparu, comme vous avez pu le comprendre, mais aussi à la souffrance des Palestiniens, non seulement à travers le contenu de ce qu'il écrit, mais aussi et surtout par ce quadruple mélange linguistique qui est, à ses yeux, la vraie carte identitaire de son nouveau pays. Et en fait, il faudra attendre 2 décennies, une vingtaine d'années, pour que Havot soit considéré comme un des piliers de la poésie israélienne par ceux qui font la pluie et le beau temps dans la critique littéraire israélienne, la revue Siman Kriya, qui veut dire en hébreu point d'exclamation. Siman Kriya, donc revue hébraïque qui fait la pluie, un peu la pluie et le beau temps. Voilà, dernière citation avant de vous afficher quand même un texte. Toujours dans un entretien avec sa fille, là on va en voir d'autres, mais ces lignes n'apparaissent pas dans l'extrait. Elles font partie d'un un gros livre qu'a édité Elit Yeshurun et qui s'appelle en hébreu איך עשית את זה? Et elle interviewe une vingtaine d'auteurs et de poètes. איך עשית את זה, c'est comment t'as fait ça? En hébreu courant, mais c'est vraiment de l'hébreu courant. Et elle les interviewe sur, évidemment, la création littéraire, poétique ou en prose. Et bien sûr, son père figure en bonne place. Et donc, les quelques lignes que je termine de vous lire maintenant, interview des années 80 déjà. Mon hébreu, dit Yeshurun, mon hébreu est une personne. Elle n'est pas une langue. Mon hébreu est une personne qui vit ici, au pays, entendez Baaretz, bien sûr, hein, maintenant. Elle est obligée de vivre et elle vit cette obligation. Elle n'est pas l'hébreu, elle est yiddish, elle est polonais, elle est aussi hébreu. Elle est tout ce que j'ai accumulé en route. Le yiddish me manque, j'ai un trou dans mon âme. Je n'écris pas en yiddish car je n'en ai pas.
pour calmer ce manque d'expressivité, ce trou se remplit d'expressions, de signes, de points. Ce n'est peut-être pas l'hébreu, c'est peut-être un homme qui vit ici et qui se promène dans les rues. Mon hébreu est revêtu de ses propres vêtements et il a de quoi dire. Voilà, pour vous mettre un petit amuse-bouche. Hein, et on va donc passer. Juste, Michel, juste Ouais, avant que je ouais, permette de faire une pause, à la vas-y. fin, tout à fait, je pourrais donner une petite information bibliographique, c'est que le long entretien d'Avot Yeshurun avec sa fille est accessible en français dans les cahiers, comment ça s'appelle, les cahiers du judaïsme dans les années 2000-2002. Je donnerai les détails après. Ah oui, je les ai en plus, mais pas dans ce bureau-là, dans un autre. Mais ce que je À peux... la fin, à la fin. Je ne veux pas t'interrompre, Michel. Oui, oui, vas-y. Je donnerai ces références qui figureront ensuite dans D'accord, l'enregistrement. OK? d'accord. Parce que je vais vous donner une autre référence où vous pourrez aussi trouver beaucoup de textes en prose traduits. C'est ce recueil, oups, que vous avez, oups, peut-être, pardon, Oui, oui, chez c'est vous. Actes Sud. Alors, Actes Sud 98, je pense, non, même 2006. pas 2006. 2006, 2006, qui n'est pas en bilingue. Oui, c'est ça. La faille syro-africaine, et je vais quand même m'arrêter 2 secondes. Donc, Actes Sud 2006, et je rends ici un hommage appuyé à l'extraordinaire traductrice. Ah, pardon. Excusez-moi, attendez, je recommence tout. Hop. De Yeshurun en hébreu, qui s'appelle Bi. Évidemment, l'ordinateur fait des siennes. Formentelli. Bi comme une abeille, hein, et Formentelli, Formentelli. Et qui, je lui rends un hommage appuyé parce qu'elle nous a malheureusement quittés récemment et que c'est une énorme perte sur le plan humain. C'était une très belle personne et pour la traduction de Havot. Elle a poursuivi après. Voilà, merci, merci, merci beaucoup. Dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens, Tony. Euh, Bon. Non, je veux Et- dire, retourne le livre. Euh, euh, bon, voilà, d'accord. puisque les éditions de l'Éclat, avec Michel Valency, ont publié en bilingue cette fois les Shloshim Hamoud, les 30 pages de Avot Yeshurun, j'y reviendrai. Et puis également À présent, je n'ai pas, qui est celui-ci. Plus récent, Je donc. ne sais jamais comment. Voilà, ça y Ça, est. c'est bon. Oui. Voilà, à présent, je n'ai pas. Donc, on a aux éditions de l'Éclat, hein, toujours les 30 pages. Mhm. Et à présent, je n'ai rien d'autre que la poésie, en fait. C'est ce que dit le vers. Enli Arshav Rak Shira. À présent, je n'ai pas. Hein, c'est le titre, donc 30 pages. À présent, je n'ai pas aux éditions de l'Éclat. Voilà, là, on a l'ensemble. Pour l'instant, peut-être que Bi a laissé des feuillets pour l'instant qui ne sont pas publiés et qui le seront. On peut trouver ces deux recueils à la librairie Compagnie, au quartier latin et au musée d'art et du judaïsme. Oui, et puis aussi au Shir Hadash, évidemment, Oui. du Bon, Temple. Bien sûr, rue des Hospitalières, Saint-Gervais. Alors, ce OK. que je vais ouvrir maintenant, c'est ce qui s'intitule chez vous, puisque j'ai envoyé tout un fichier. C'est le troisième et quatrième. Alors, le troisième en français, hein, qui s'intitule Avot Yeshurun, prose, suite, mais pour nous, c'est le début. Et en hébreu, je vais ouvrir Avot Yeshurun, la littérature hébraïque. euh, Voilà. Mais d'ailleurs, il est ouvert, donc tout va bien. Non, excusez-moi, autant pour moi. Pardon, pardon, pardon. Je commence par... Pardon, 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 pardon. Je commence par... Oui, c'est ça. Alors, bah, c'est ça. Si, si, c'est ça. Le troisième... Non, alors le troisième, c'est pas ça, par contre. Vous devez ouvrir... Vous devez... Je savais bien que j'allais me prendre les pieds dans mes trucs.
J'espère que je l'ai. Ah, bah si je vous ai pas donné la traduction, nous voilà frais. À moins qu'elle soit Elle est après. après, je crois, la traduction. Non, je crois pas. Non. Ah, bon, moi, je vais vous l'afficher alors. Je vais vous l'afficher en français. Parce que je ne le vois pas dans ce que je vous ai donné. Non, je l'ai oublié. Attendez, quand même. Littérature hébraïque, c'est pas ça? Attends, excusez-moi encore 2 secondes. Non, ça c'est mon père à la maison. Alors peut-être c'est ça. Si, quand même. Alors, on peut s'ouvrir. Ouais, non. Étourdi. Bon, autant pour moi. Bon, les gens qui peuvent suivre l'hébreu, vous allez pouvoir. Mais si, mais si, mais si, mais si. Mais si, mais si. Ah, quand même, je suis pas folle. Donc, c'est dans la liste 1, 2, 3, 4 en français. La littérature hébraïque appellera à la prière. Ouais. Si tout le monde a ça sous les yeux. Et moi, Non, on l'a pas sous les yeux. enfin, sous les. Comment ça, vous l'avez pas sous les yeux? Ben non. Ben, il faut que Non, non, tu. le partage, c'est pas, l'écran n'est pas partagé, hein. Je sais bien, mais moi je voulais partager l'écran en hébreu, donc c'est pour ça que. Mais tant pis, je peux partager l'écran en français et je ferai appel à l'hébreu. Je Ok, sais pas c'est qu'est-ce mieux. que vous préférez. C'est C'est mieux? mieux, Michel. Mets-le C'est en mieux? français. Oui. D'accord. Alors, attends, je reprends mes feuilles parce qu'évidemment, je suis un peu balaganistique, comme on dit. Excusez-moi 2 secondes. Bah, déjà, je vais vous mettre. Là, je vous montre quand même une belle photographie. euh, de Havot, déjà à un âge, vous voyez un petit peu le personnage, Ouais. hein, quelqu'un qui, on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, on va dire. Ça. Voilà. Et je me prends l'hébreu sous les yeux. Voilà, j'y suis. Et je partage. Hop, voilà, on va agrandir. Hop. Voilà, Voilà. donc ça c'est un texte en prose, mais de mon point de vue, c'est de la prose poétique. Voilà. Et הספרות העברית תערוך את התפילה. Bon, alors, on pourra contester jusqu'à demain matin les traductions, le parti pris de traduction, mais c'est vrai que si je devais traduire la Aroch, où l'on retrouve Shulchan Aruch, hein, la racine hébraïque de la Aroch, signifie organiser, euh, ordonner quelque part aussi, hein, il y a l'idée d'ordonner, de mettre en forme. Bref, Be Mentally a choisi le verbe appellera à la prière, même si effectivement on n'est pas tout à fait là-dedans. Moi, ce qui m'importe, c'est que évidemment Yeshurun a utilisé la racine de harach et qu'à mon avis, il y a automatiquement un clin d'œil à Shulchan Aruch et, et que évidemment dans un retournement, un décalage, une subversion, appelez ça comme vous voudrez, c'est la littérature hébraïque qui ordonnance, hein, qui met en forme la prière juive, hein, et dans l'inverse, si je puis dire. Un matin, un homme s'est levé, il a abandonné sa maison, sa famille, son pays, sa langue, son nom. Oui, son nom aussi, il l'a rejeté.
il est parti, il s'est trouvé un autre pays, une autre maison, une autre langue, un autre nom. Bon, on a ici, évidemment, quand il dit la littérature hébraïque appelle ou ordonne la prière, met en ordre la prière. euh, on a une version actualisée de l'Ech Lecha, lorsque cet homme qui se lève un beau matin et qui quitte sa maison, etc., etc. Ça ne peut que nous rappeler, bien évidemment, l'histoire d'Abraham. Euh, Son nom, il a quitté son nom. Bon, on sait que Abraham, c'est Avram avant d'être Abraham également. Yeshurun, lui, parle évidemment là vraiment pour lui. Cet homme, c'est bien sûr lui-même. Et son nom qu'il a rejeté, il utilise quand même en hébreu le verbe hishlich, hein, où l'on entend évidemment la racine de vraiment jeter au loin pour s'en débarrasser. On entend tashlich, c'est exactement la même racine. Et, et donc, on ressent ici l'amertume éprouvée par Avot de ce qu'il a pu faire et de la brisure que ça a engendré. Je voudrais un instant revenir sur cette brisure, enfin pas un instant, mais juste pour que ce soit bien clair dans votre esprit, parce que c'est le fil rouge vraiment qui court dans tous les textes qu'on va voir, c'est cette brisure. Encore une fois, le fait d'avoir abandonné sa famille assassinée pendant la Shoah, le fait que l'État d'Israël ne corresponde pas, évidemment, à ses attentes à lui de plurilinguisme et de pluriculturalité, et que cet État ait fait subir ce qu'il a fait subir à ses habitants arabes, deuxième brisure, et ces brisures-là s'inscrivent dans la grande brisure, dans la grande faille géologique du Proche-Orient, cette faille syro-africaine, justement, qui traverse Israël, comme on le sait, avec la dépression du Jourdain, mais cette cassure, cette faille, cette brisure, traverse aussi spirituellement, pour Avot, spirituellement et physiquement, hein, dans cette cassure entre les habitants de la terre d'Israël. Donc tout cela est vraiment extrêmement ancré, hein, dans l'esprit d'Avot. Et lorsqu'il dit, il est parti, il s'est trouvé un autre pays, une autre maison, évidemment, ça peut nous sembler aussi curieux, hein, comme pour exprimer l'idée de notre terre, hein, Eretz Israël, bien sûr, la terre des Juifs. Pour lui, c'est une terre autre, Eretz Acheret, hein, une autre maison, Bait Acher. Pour lui, il a quitté sa maison, sa terre, hein, pour aller ailleurs, mais c'est ailleurs qu'il ne considère pas, évidemment, forcément comme sienne pour le début. Toutes les lettres, prières, supplications, lancinantes plaintes, toutes les requêtes qu'on lui a dépêchées pour le ramener à de meilleures dispositions qui n'avaient qu'un seul but, inverser le mouvement de la roue, sont tombées dans l'oreille d'un sourd, ont volé en éclats dans un cœur de pierre. Et là, je vous renvoie justement à ce recueil 30 pages, Shloshim Hamoud, qui sont en fait une réécriture de lettres retrouvées dans les années 60, de lettres envoyées par sa famille, surtout par sa mère, et qu'il avait laissées abandonnées dans un tiroir, qu'il a ressorties, qui étaient écrites évidemment en yiddish, et dont il fait des poèmes absolument déchirants. Et les lettres, prières, supplications sont effectivement ces lettres qu'on retrouve dans les lettres, lettres qu'il a ramenées au chiffre 30, pas forcément parce qu'il y avait 30 lettres, il y en avait certainement beaucoup, beaucoup plus, mais un peu comme un shloshim, hein, qu'il écrirait cette fois, hein, euh, à la mémoire de sa famille. Tout cela pèse sur les épaules d'un homme, et je fais encore une fois ici appel à l'hébreu, puisqu'on a le verbe pour peser, le verbe ravatz,
Et le verbe ravatz, on le trouve en Genèse 4, lorsque Dieu met en garde Caïn, en lui disant la faute, chatat rovetz, hein, pétard, c'est pas chatat rovetz, je suis sûr de moi. Le reste du verset en hébreu, c'est approximatif, mais en tout cas, la faute est tapie à ta porte. Et ce ravatz, effectivement, désigne pas tant l'idée d'un poids que l'idée d'un animal qui est là, qui guette, hein, qui est tapi et qui va évidemment se déchaîner. Et, et donc, cet emploi ici d'Oravats, hein, pour toutes ces actes, toutes ces actions accomplies par Yeshurun, qui pour lui bien des années plus tard, hein, sont encore légales de cette faute qu'il a commise, de cette faute inexpiable, si je puis utiliser cet adjectif, envers sa famille disparue, enfin disparue, assassinée. Difficile de savoir ce qui reposait alors dans le cœur des membres de la famille, sûrs que leur santé ne s'est pas trouvée améliorée. Où ont-ils puisé la force de résister au malheur? Car voici qu'on les avait abandonnés, qu'ils avaient été humiliés par ma faute, eux, la maison, la famille, le pays, la langue, comme si inférieurs aux yeux de leur propre enfant. Euh, en hébreu, il écrit d'ailleurs au pluriel. Hein. Euh, aux yeux de leur propre enfant, il dit Be'eineinu, hein, à nos yeux, à nos yeux, à nous. Pour moi, toute promesse est réciproque, même la promesse divine. Il a été fait une promesse au peuple et le peuple a donné sa promesse à celui qui avait donné la sienne. Quelle promesse? Être loyal avec soi-même, être yesharim, dit Avot Yeshurun, hein, liot yesharim im atzmeinu, avec nous-mêmes. Quand je suis arrivée en Palestine, bien sûr en hébreu, les Eretz Israël, j'ai regardé autour de moi avec un esprit libre et bienveillant, hein, Beruach Tova vechofshit. Tout ce qui avait été créé dans ce pays, la terre, ses habitants, et tout ce qu'elle porte sur sa face, tout avait été créé pour être aimé. Et il utilise vraiment le créé de la première création, de Genèse 1. Nivra, kol ma nivra ba'aretz hazot. En dépit des nouvelles et dures conditions d'existence, mon exaltation ne cessait de croître. Comme un homme qui sait pourquoi il vit, comme un homme qui aime sa femme, comme un homme qui a la chance d'avoir un ami plein de noblesse et se plaît à lui en parler à cœur ouvert, ainsi étais-je. Mais il y avait ce pain dont je me nourrissais chaque jour, jour et nuit, ce pain qui t'oppresse comme s'il était couché sur ton cœur. Hein, l'achatz, vraiment la pression oppressante. Et couché sur ton cœur, de nouveau, il va réutiliser le rovetz, kerovetz à la lèvre. Eux, la maison là-bas, la famille là-bas, le pays là-bas, la langue là-bas, oui, ce yiddish qu'on avait rabaissé, ce yiddish sorti de la bouche du peuple, ce yiddish des juifs rayonnant de douceur, qui se cachaient les uns des autres, qui se cachaient d'eux-mêmes, il y avait ce yiddish qui commençait à refluer en toi, à l'état de veille, comme dans les rêves, alors même qu'il savait ta ferme décision de ne pas parler dans cette langue, de ne pas penser dans cette langue, de ne pas rêver, ni endormi, ni tout éveillé dans cette langue. Et s'il t'arrivait de parler dans ton sommeil, de rêver à voix haute en yiddish, eh bien tu t'empressais de traduire en hébreu tout ce que tu avais dit, et alors seulement tu pouvais te rendormir en paix. Euh, il faut bien voir qu'en hébreu, euh, tous les démonstratifs, hein, ce yiddish, ce, etc., etc., tous ces démonstratifs, les lettres ont un double intervalle, ont un double espace, ce qui en hébreu signifie un accent particulièrement mis sur ces mots. Hein, et ça donne אבל הלחם הזה שהייתי אוכל יום יום, יום ולילה,
Yom Valaila qui nous rappelle aussi, tu étudieras la Torah dans Josué, premier, peut-être pas le premier verset, mais enfin tout de suite au début de Josué, Yomam Valeil, hein, tu étudieras le texte. Là, c'est la Torah se transforme en pain qu'il faut gagner à la sueur de son front. Yom Valaila, Alechem Azeh Shelochetz Alecha, Sherovetz al Alev, donc ce pain qui te presse, hein. Eux, Habayit Ahu, המשפחה ההיא, הארץ ההיא, השפה ההיא, היידיש הזאת, הנחותה, היידיש הזאת מפי העם, היהודים המלאים זיו ומתיקות, hein, ça c'est les juifs rayonnants de douceur, ziv c'est l'éclat, hein, c'est un des multiples termes en hébreu qui désigne une lumière effectivement rayonnante, agréable, métikout, la douceur, hamistatrim me'atzmam mi binatam, hein, ces juifs qui se cachaient d'eux-mêmes, évidemment, dans cette diaspora où ils étaient bien sûr persécutés. Hayiddish azot she'echela lavo elecha bahaketz ubechalom. Hein. Donc voilà, je relis évidemment ce que j'ai lu en français, hein, ce yiddish qui t'arrive dans ton sommeil et que tu, de toutes tes forces, tu t'efforces d'éviter et donc que tu traduis les maher ou les targem, hein, se dépêcher de traduire tout ce que tu pensais en yiddish vers l'hébreu. Ce yiddish qui me parlait à moi, l'enfant de la Aliyah, avec la voix de la Shrina en exil, Lama Azaftani, évidemment, verset du psaume bien connu, hein, cet yiddish qui me parlait à moi, l'enfant de la Aliyah, dans la voix Bekol Shel Shrinata Begaluta. Et là, nous sommes en araméen déjà, hein. La voix de la Shrina en exil. Vous voyez un petit peu le retournement, la subversion, évidemment, hein, puisqu'on sait que dans l'exil, la Shrina accompagne le peuple. Et là, il n'est plus en exil, puisqu'il est en Eretz Israël, bien évidemment, mais cette voix de la Shrina se trouve en exil par rapport au Yiddish. C'est la Shrina Yiddish, si je puis dire, hein. Et, et avec tous les mots de la prière, bien sûr, Al-Chet Shechatanu, et là nous voici bien sûr dans Yom Kippour, qui est bien sûr l'expiation absolue, Be'ones ou Veratson, hein, sous la contrainte ou volontairement, Bin Etiyat Garon, il reprend exactement le Al-Chet Shechatanu, hein, Be'einaim Ramot, Bifrikat Ol, Bekalut Rosh, Bekshiut Oref, Be'sinat Chinam. Tout cela est traduit, comme vous le voyez, hein, arrogance, orgueil, esprit de rébellion, insouciance. Tout cela dont il se reproche, hein, ou malké al-chet, par rapport à l'abandon du Yiddish. Ce Yiddish qui avait vendu en pleine nuit dans les rues de Varsovie des beignets chauds pour faire vivre dans la dignité une parente honorable à demi paralysée. Ce Yiddish qui commençait à jeter devant moi, comme des mirages d'enfance, des roubles juifs en argent portant l'effigie blanche de l'empereur. En fait, là, c'est plusieurs empereurs, mais c'est surtout François-Joseph, puisque nous sommes en Galicie, c'est-à-dire que nous sommes en Empire austro-hongrois, où les Juifs, ce n'était pas l'endroit où les Juifs étaient le plus persécutés, il faut quand même reconnaître. François-Joseph a toujours été un empereur très, disons, favorable aux Juifs, hein. C'était pas du tout style le tsar Alexandre III ou Nicolas II ensuite. Il y a peu de temps encore, donc évidemment, évocation tout à fait poétique, hein, des beignets chauds, de la pauvreté, des roubles juifs en argent. Alors, je ne sais pas, ces roubles juifs, euh, c'est peut-être par identification, parce qu'on ne battait pas monnaie juive dans l'Empire austro-hongrois, ça c'est certain, puisqu'ils portaient tous évidemment l'effigie de l'empereur, mais il y avait cette proximité très, très, très certaine, hein, entre effectivement l'Empire et les Juifs. Il y a peu de temps encore, le Yiddish me tenait dans sa rayonnante lumière, sans savoir qu'il était déjà condamné.
Euh, L'hébreu est interpelle quand même par sa formulation. Mikarov, ikrina alay, ikrina donc du rayon, rayonner. Ikrina alay à yiddish, krina klinit. Hein, comme si, effectivement, là, Formentelli a traduit de façon très poétique la rayonnante lumière, alors que le texte chez Avot Yeshurun est très médical. Hein, parce qu'on pense ici, moi quand je lis ça en hébreu, et krina ala et yiddish krina klinit, je pense à des rayons, plutôt à des rayons X hein, qui sont diffusés, enfin c'est pas comme ça qu'on dit, mais comme si on subissait une séance de rayons. Hein, krina et nafsha ikovat, hein, sans savoir que elle était condamnée, c'est-à-dire likboa et nafsho, c'est fixer que la vie est terminée, en fait, une des nombreuses expressions. Ténèbres sur la communauté. Hein, Rocher Ba'ada. On voit encore la couleur des murs. Désormais, la langue hébraïque, la langue des rois, la langue sacrée, s'en ira vendre des falafels tout chauds dans la ville de Dizengoff en mémoire du Yiddish. Ça, c'est évidemment le côté très provocateur de Havot. Tout le monde sait que Dizengoff a été le premier maire de Tel Aviv et que, bien sûr, la célèbre artère רואים מאוד את צבא הקירות, תלך עכשיו השפה העברית המלאכותית, ça l'a pas, amalchoutit, pardon, autant pour moi, pour ma lecture, amalchoutit, effectivement, la langue des rois, limkor felafel ham beir dizengoff les zichra. Hein, donc, on a malgré tout, hein, malgré la disparition du yiddish, on a cette polie rencontre, hein, je ne veux pas dire amalgame qui est un petit peu péjoratif, mais on a cette rencontre quand même entre le falafel oriental, évidemment la ville de Dizengoff, mais Dizengoff, pourquoi a-t-il dit Dizengoff? Parce que c'est un nom bien ashkénaze. Monsieur Dizengoff n'était pas né en Palestine, hein, il est né lui aussi quelque part dans l'ère ashkénaze. Quand on plante une fleur tout droit dans un pot, pendant longtemps, aucun changement, et puis un jour ça change, la fleur s'incurve un peu, s'éprouve, captive et s'acclimate dans la terre du pot. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé quand la langue hébraïque m'est devenue tout à coup familière. Quand tu en fais tout ce que tu veux et ce que tu peux. Alors, vous être étonné avec ce tu, qui est effectivement la façon dont un auteur qui écrit en hébreu, ou même un journaliste, s'adresse à un lecteur. En français, on aurait un impersonnel souvent, on aurait le on par exemple, hein, et l'hébreu en fait un tu. Chez Avot, il y a de cela, mais il y a aussi le fait qu'il se parle à lui-même très très souvent. Hein. Ici, car karali kasher alashon haivrit pitom ba leyadi, quand elle m'est venue en main, à la main, elle m'est venue familière. ואתה עושה לה כל מה שאתה רוצה ויכול לעשות לה. והיא, הלשון, נופלת על חומר זר ונוכרי, סופגת את הברזל שלו ומתחילה לנשום בו. Elle, la langue, elle tombe dans un terrain non juif, dans de la matière étrangère. Zar venochri, il redouble. Hein, on a non seulement zar, mais on a aussi nochri, qui est vraiment étranger en terre étrangère, ce qui est quand même un peu fort de café pour parler de Admat Eretz Israël. Hein, et donc ce terrain étranger, et absorbe, sopheget et tabarzel, absorbe le fer de ce terrain pour pouvoir commencer à respirer. Le mot fer ici nous interpelle, hein, parce que on a quand même le fer, c'est justement ce à quoi Salomon a été interdit de toucher pour construire le temple, parce qu'il fallait que le temple soit édifié pour la paix, hein, et non pas sur le fer de la guerre. Donc on a déjà ici quelque chose l'alliage de la langue hébraïque et du métal interdit. Quand soudain tu en ressens la force, alors l'heure de la langue a sonné pour toi. Bonheur qui te permet de regarder partout, de toucher avec les yeux chaque chose, comme l'abeille touche chaque fleur avec sa petite musique. Liberté d'écrire pour la première fois des poèmes en hébreu sur les Arabes et les Bédouins de Palestine, pas dans le traditionnel hébreu talmudique de Vilna accompagné d'une tasse de thé sucré, mais en hébreu de pleine lune, de lune entière,
Vous aurez tout de suite vu l'allusion, mais j'y reviens. Un hébreu de bénédiction de la lune, l'hébreu en gros caractères du journal Hapoel Hatzaïr, un hébreu de forêt, pardon, et de brèche ouverte par un exilé au lieu même de sa libération. Euh, Même en français, vous sentez la multitude d'allusions ici qui est faite. Ce que je voulais dire par rapport à l'hébreu, c'est quand elle traduit, elle ne pouvait pas faire autrement, l'alliage de la langue hébraïque et du métal interdit. Qu'est-ce que Avot écrit? Kaasher alashon haivrit mishta'anezet im matechet asura. On retrouve dans le pardon, j'en oubliais, mishtat nezet, le sha'at nez, bien évidemment, l'alliage interdit, dont il fait un verbe ou Itpael, absolument impossible, Mishtat Nezet. Voilà, on a évidemment Sharatnez, on a 5 lettres, donc là on est très loin de la racine trilitaire. Donc ça donne un verbe qui est malgré tout lisible et compréhensible, hein. Donc quand l'hébreu fait un Sharatnez avec le métal interdit, Im Matechet Asura, hein. Et tout à coup, voilà, tu sens à ce moment-là. Shat alashon ba'alecha. Le moment de la langue, mot à mot, vient à toi. À Osher Hazeh, donc ce bonheur, chez Moutar, Lehatzitz, Bechol Makom, Lingoa im ha'inayim Bechol Davar, très belle synesthésie, hein, toucher avec les yeux chaque chose, hein, toucher avec les yeux, comme elle le dit. Donc, comme cette abeille, כמו הדבורה, נוגעת במוזיקה שלה, בכל פרח ופרח. השחרור הזה לכתוב בפעם הראשונה שירים בעברית על הערבים והבדואים בארץ ישראל. Vous voyez un petit peu comme ces lignes ont pu, bon là c'est déjà dans les années 80, donc on connaissait déjà bien Avot Yeshurun, mais le bonheur d'écrire en hébreu et d'écrire sur qui? Sur les Arabes et les Bédouins de Eretz Israël. לא בעברית של גמרא, ש"ס, וילנה, על כוס תה מתוק. Donc en hébreu, c'est vraiment très clair, hein, non, dans cet hébreu de la Gemara et du Shas, donc de la Mishnah, de Vilna. Pourquoi Vilna? Parce que c'était là-bas qu'on imprimait, hein. C'est pas du tout un juif lituanien, mais la fameuse maison d'édition Rome, Veuve Rome et ses fils ont été, depuis la fin du 19e, les grands éditeurs de du Talmud, et bien sûr le verre de thé sucré qui symbolise bien sûr la boisson ashkénaze par excellence, mais en hébreu de Yareach Malé Veshalem Beivrit Shel Kiddush Levana Otiyot. Alors ça c'est Avot, hein. L'expression hébraïque c'est Otiyot Shel Kiddush Levana. Mais Avot, lui, détruit la langue, hein. Il lui tord un peu le cou. Il fait un petit peu, toute proportion gardée, les havdil, mais tout de même, je pense que ce serait très intéressant, mais affreusement difficile à faire, de comparer ce que un Paul Celan fait à l'allemand, a fait à l'allemand, après la Shoah, comme vous le savez, a vraiment distordu la langue, lui a tordu le cou, lui a fait subir tant et plus, et ce que fait Avot à l'hébreu, hein, à cet hébreu, effectivement, qu'on voulait tellement, que l'idéologie sioniste a voulu tellement pur, ce qui est évidemment absurde en soi de vouloir qu'une langue soit pure. Par définition, une langue n'est jamais pure. Et donc, de surtout ne pas avoir recours ni à ces judéo-langues, évidemment des langues de la galoute, de l'exil, ces langues galoutiques, comme on dit en français, ni encore moins, ou pareil, à la langue de l'ennemi, bien sûr, cet arabe tellement mis au rebut, hein, qu'on a complètement chassé de la bouche même des juifs arabophones. Et je rends, c'est une digression d'une demi-phrase, mais tout de même un hommage très appuyé à quelqu'un qui vient de nous quitter à l'âge vénérable de 97 ans, qui s'appelait Sami Michael et qui fut un juif irakien, obligé évidemment de émigrer en Israël en 1949, et qui a dû, alors qu'il se destinait à être un écrivain en langue arabe, eh bien, il a dû, contre son gré, changer de langue.
hein. Et pour lui, et je terminerai mon hommage avec cette phrase de Sami Michael, changer de langue, c'est-à-dire passer de l'écriture arabe à l'écriture en hébreu, a été plus difficile que s'il avait dû changer de sexe, dit-il. Euh, voilà, vous pourrez trouver Sami Michael en français dans un roman, dans deux romans, Victoria et Une trompette dans le Wadi, qui est un livre absolument, les deux d'ailleurs sont magnifiques. Le Victoria évoquant la vie des Juifs à Bagdad au début du XXe siècle et Une trompette dans le Wadi, l'histoire d'un jeune émigrant russe à Haïfa qui va louer une chambre en ville basse, c'est-à-dire dans la ville arabe, parce que c'est moins cher, et il se retrouve donc avec des voisins arabes chrétiens et tout ce qui s'ensuit de cette cohabitation. Donc, tout ça pour dire que Avot joue beaucoup avec l'hébreu et qu'au moment de parler de Ivrit shel kiddush levana otiyot, de fous apoel atzair beivrit shel ayar, ve'aperetz shel golé le makom geoula. Évidemment, quand on lit hein, la brèche ouverte, c'est la pritza, c'est la brèche dans le temple, pardon, hein, les deux fameuses brèches avant le 9 Av, pardon. Et ici, c'est à Peret Shel Golé, Limkom Geoula. C'est une brèche faite dans le lieu de la rédemption, hein, au lieu même de sa libération, mais comme Géoula, mais c'est l'exilé qui revient. Donc on est de nouveau, hein, cette inversion, cette subversion, ce décalage complet hein, par rapport aux sources, évidemment, qu'il utilise à dessein, intentionnellement, pour tout renverser. C'est l'exilé qui vient de l'exil et qui fait sa propre brèche, mais la brèche évoque aussi, bien sûr, la cassure et la brisure. Le premier poème que j'ai écrit en arrivant ici et le premier publié dit mon amour de jeunesse pour la Palestine arabe. Il s'intitule Le jeûne et la soif, en plus avec une belle allitération en hébreu, Tzom ve Tzimaon. Hein, on est vraiment dans plus poétique que ça, ve Tzimaon. Hein, Tzame, Tzema, la soif, Tzimaon. Ahavat Neurim, Aravit, Béretz Israël, hein, un amour de jeunesse arabe en, en Eretz Israël, littéralement. Ce poème, où la poésie qui est dans les choses est préférée aux choses qui sont dans la poésie, et ça c'est aussi une phrase très 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 célèbre de Yeshurun, hein, euh, Ashira Sheba Dvarim. Je disparais pas, je voulais juste... il faisait... זהו, השירה שבדברים. Non, j'avais un très joli tableau qu'on m'a composé avec des vers de Yeshurun, mais ça va être compliqué pour vous le montrer. J'y ai travaillé jusqu'en 48 à Tel Aviv, la ville qui a vu la proclamation de l'État d'Israël. À ce moment-là, je me trouvais dans le nord et je demandais dans une carte postale, qu'entendez-vous par paix de l'État? Ici, on ne voit que des villages arabes vides d'hommes. Alors, j'ai attaqué un autre poème. Un poème où les choses qui sont dans la poésie devaient désormais avoir priorité sur la poésie qui est dans les choses. Voilà, Ma Shlom Medina, ki kan roim rak, kfarim araviim, reikim me'adam. Un vide d'homme. Et donc, advarim shebashirim. Il inverse, évidemment. Alors que là-bas, notre chair s'en allait en lambeaux dans les abattoirs, Shoah, nous étions obligés de faire face. Il se tenait debout et disait, peu importe ce que j'ai fait des Arabes, l'important c'est ce que les Juifs feront des Arabes. לא חשוב מה אני עשיתי עם הערבים, חשוב מה יעשו היהודים עם הערבים. Arracher de leur bouche les mots d'un million de Juifs du tapis volant, arrachés avec le tapis. Anéantit le magnifique déploiement des flots d'un yiddish millénaire. Le million de juifs de tapis volants arrachés avec le tapis,
Il y a aussi là une allusion aux Juifs du Yémen, hein, qui sont arrivés par une opération en avion qu'on a appelée Marvad Aksamim, autrement dit le tapis volant. Marvad Aksamim, opération tapis volant, c'est en 49 si je ne me trompe pas. תואתה השטף השטוח רחב הידיים של יידיש הדורות. Anéanti, Avot écrit Tuata qui signifie balayer, hein, les tatés, mataté, peut-être le mot balai vous est familier. Donc, balayer le flot, l'énorme flot donc des Yidiim shel Yiddish adorot, hein, donc des yiddishistes, hein, ce qu'il écrit, bon, elle a évidemment fait une traduction qui ramasse tout ça, mais l'hébreu dit, voilà, a été balayé ce flot, ce vaste flot des yiddishistes du yiddish des générations, hein, Yiddish adorot. Descendus, déchus des chemins d'Israël, les Arabes d'Eretz Israël, les réfugiés. Hein, Yardou midrachim be'Israël, Aravim Eretz Israelim, Aplitim, il les appelle. Hein. Le département relations humaines, tout ça est bien sûr d'une ironie terrible. Relations à nous-mêmes tirées de nous-mêmes. Hamador, Yechasei Enosh, relations humaines. Hayachas el atzmeinu, Shaouv mimenu. Hein. En fait, ce n'est plus qu'une relation à nous-mêmes, hein, et pas aux autres. À mes yeux, il est clair que notre relation aux trois amertumes à l'instant évoquées aura fixé notre image pour des générations et des générations. Il est tout aussi clair que de ce point de vue, nous marchons à quatre pattes. Hein, donc on a ici quelque chose de bien sûr très 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 fort. Lanu barur qui yachasenu el shloshet mimerudim anal, nal, c'est-à-dire qui sont naaluma les malins précédemment évoqués. Yehe kovea dmuteinu ladorot. Lanu barur ki anu omdim bifrina zo al ragleinu ve'al yadeinu mibein shloshet ha Memrumim hanal mi yiten derech lanu. De ces trois amertumes, laquelle nous indiquera le chemin à suivre. Nous marchons à quatre pattes, donc ragleinu veyadeinu. On n'est pas tout à fait. Et qui nous indiquera le chemin? Donc le titre évidemment, la littérature hébraïque ne nous indiquera pas le chemin. Ilu haïta kayemet besha'ata, pardon, asifrut haïvrit lo titen derech lanu. Si une ébauche de littérature palestinienne juive a existé à son heure, peut-être aurions-nous pu espérer que les Arabes nous accueillent ainsi. Au nom du Dieu plein de miséricorde, il n'est qu'un peuple. Au nom de notre Seigneur et Maître, il n'est qu'un peuple. Or, le seul arabe jamais évoqué dans la poésie hébraïque est celui du poème de Bialik, celui de Metei Midbar, les morts du désert, qui est une fable qu'il a repris, que Bialik reprend dans la Mishnah, où Rabbi Bar Abba raconte une épopée, il raconte toujours des histoires fantastiques. Bialik reprend donc cette histoire, relate effectivement l'éveil des morts du désert, et tout à la fin du poème, qui est très très long, comment s'achève le poème? Ceci est l'histoire d'un vieil arabe qui le conte à sa tribu, etc. Donc voilà ce qu'il veut dire ici à Avot Yeshurun. Et moi, je voudrais juste reprendre l'hébreu. Ilu haïta kayemet besha'ata. Si avait existé, hein, en son temps, Sifrut Mechina, c'est ça l'ébauche de littérature, hein, une littérature de préparation. Betor Eretz Israël, Efshar Yaoulai lekavot, ki ha'aravim hayu mekablim et paneinu bemilim, beshem sadina echad ha'am. Beshem Adoneinu echad ha'am. Il donne d'abord l'expression Saïdna
en arabe et il l'a traduit bien sûr en hébreu tout de suite. אבל הערבי היחיד הנזכר בשירה העברית הוא הערבי של מתי מדבר של ביאליק, donc le poème dont je vous parlais et que vous pourrez lire dans la très beau la très belle compilation quasi complète d'ailleurs qu'a faite Ariane Ben David, notre grande spécialiste de Bialik en France, dans ce recueil, non, comme ça, Un voyage lointain aux éditions Stavit et en bilingue, s'il vous plaît. Je le mets à toutes fins utiles, Un voyage lointain. Donc Ariane, enfin c'est Bialik, évidemment traduit par Ariane Ben David, si je ne fais pas de dyslexie en écrivant, tout ira bien. Édition Stavit. Voilà. Un instant, c'est-à-dire Rega, hein, on interpelle le lecteur. Quand donc cette littérature aurait-elle pu être assez libre, assez sereine pour se soucier des Arabes? En cas de coup de feu, on aurait appliqué à l'imprudent le verset de l'Écriture, un Philistin sur toi, autrement dit, comment peux-tu écrire sur les Arabes avec bienveillance? Et sinon, quel besoin de t'en soucier? Donc une attaque en règle, hein, Avala Aravi, non pardon, Rega. מתי יכולה הייתה לעשות זאת? מתי הייתה לספרות העברית מניחות הדעת לכתוב על הערבים? אם יש יריות, si on tire, non? היו קוראים עליך, פלישתי עליך. איך אתה יכול לכתוב ברוח אוהדת על הערבים? Comment écrire avec bienveillance, avec sympathie, אוהד? ואם אין יריות, ומתי אין יריות? Et si on ne tire pas, et quand est-ce qu'on ne tire pas? מה צורך לך לכתוב בכלל? Quel besoin d'écrire? Ceux qui veillaient sur nos tombes et le nom de nos anciens établissements, ceux qui ont maintenu en vie notre futur refuge sans chercher à s'y enraciner, pardon, ceux-là ne méritent pas d'être des réfugiés. La littérature hébraïque n'avait qu'un but, le retour à Sion, mais nous étions à peine arrivés à Sion et dans l'État sioniste que les trois amertumes opéraient déjà leur ravage. Et voilà comment, à force de douleur, de détresse, le sang de la littérature s'est glacé. Voilà pourquoi elle est toujours sans voix. מגמתה של הספרות העברית, מגמה dans le sens de but, de מטרה, הייתה להוציאנו לציון. Avot est quand même poète avant tout, et ce qu'il recherche, c'est les allitérations, les assonances. Hein, donc, on dit quand même en hébreu Shivat Tzion, retour à Sion. Et là, il fait ce jeu musical de sortir de la Gola, Leotzi, hein, Leotzienu le Tzion. Hein, je ne pense pas que quelque part il y ait cette expression. אבל הממוררים שמניתי התרגשו כבר בהיותנו בציון ובמדינת ציון. אולם דמה של הספרות קפא בעורקיה. Donc voilà le sang de la littérature qui s'est glacé dans ses veines, mitzar veshever, à force de douleur et de brisure. Le voilà, le shever, ce fameux terme qui va revenir, on va voir tout de suite, pardon, shever, qui veut dire briser, casser, ve'od en la bitoui, elle ne peut encore s'exprimer, elle reste sans voix. Cependant, le peuple juif, lui, peut s'exprimer. Le peuple juif n'a jamais fait de mal à la moindre mouche. Autant que je sache, les juifs n'ont jamais fait de mal à la moindre mouche. Le peuple juif est rempli d'amertume et d'affliction à cause de ce qui lui est arrivé, de ce qui est arrivé au second peuple. Dans un cantique de Déborah contemporain, la mère de Sisra serait arabe. Allusion, la mère de Sisra, alors première origine quand même. Donc Juge 5, le cantique de Déborah, où la mère de Sisra attend le retour de son fils
en disant il a été retardé par les jeunes femmes, etc. Alors que, comme on le sait, Yael l'a proprement oxy en lui enfonçant un pieu dans la tempe. Chaim Goury, grande figure. Vraiment, si on peut parler d'un poète national contemporain, enfin, à mes yeux, ce serait Goury. Alors là, je sais par cœur. 1923-2018, né à Tel Aviv, qui écrit au début des années 60 le poème La mère de Sisra. Et il fait de cette mère de Sisra une mère universelle, et une mère arabe en particulier. D'où le... Voilà. Le peuple juif est rempli d'amertume et d'affliction parce que le retour à Sion a été lié et est encore lié à quantité d'obligations. J'essaye de descendre, mais je n'arrive plus. Attendez. Morale. Faut que je déplace ça. Voilà. Il faut appeler à la prière. La littérature hébraïque appellera à la prière. Pour moi, ce texte est vraiment une profession de foi. העם היהודי מר וכאוב על כי שיבת ציון כרוכה הייתה והינה בכל כך הרבה התחייבויות נפש מוסריות. יש לערוך תפילה. לערוך תפילה, ça veut dire que la prière n'est pas encore écrite, il faut la composer, hein, il faut l'ordonner. L'Aroch, en langage journalistique, c'est le horaire, c'est le rédacteur. Hein, ça a ici ce sens. Il faut rédiger une prière. Et c'est là, pour que, évidemment, toutes ces contradictions puissent s'effacer et qu'on puisse se retrouver dans un shalom, je vais revenir sur ce mot dans 3 secondes, et c'est la littérature hébraïque qui va la rédiger, cette prière, qui va la mettre en forme. Oui, je voulais juste revenir 2 secondes sur shalom. Je pense qu'il est clair pour tout le monde que ce mot ne signifie pas, là je vais paver dans la mare, ne signifie pas la paix. On est bien d'accord que shalom signifie shalem, qui signifie entier, complet, auquel il ne manque rien. Et quand on vous demande comment est ton shalom, eh bien, dans une civilisation du désert où on accueille quelqu'un sous sa tente et que ce voyageur a marché des jours durant dans au milieu des dunes, de la chaleur, des tempêtes de sable et que sais-je, on lui demande s'il est entier, s'il est complet, s'il ne lui manque rien. S'il n'a besoin de rien, bien sûr qu'il a besoin, mais s'il n'a besoin de rien physiquement, hein, pour se réparer, je dirais, hein, pour se compléter, hein, et également sur le plan, bien sûr, spirituel. De là, évidemment, on a tiré le mot paix parce qu'on n'avait rien d'autre à se mettre de plus, à se mettre sous la dent, hein, de plus explicite, mais il faut bien avoir ça quand même en tête. Alors ça, c'était le premier texte que je voulais vous soumettre. Et comme le temps file à vitesse grand V, je vous laisserai, alors je vais arrêter le partage avec ce texte, je ne vais pas m'arrêter, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je vous laisserai lire le... Alors, attendez, faut que je revienne à mes... à vote à date, voilà, à vote à date. On ne pourrait pas avoir un poème, Michel, Oui, bah même oui, court. justement. Voilà, D'accord. alors, on va ouvrir Baluchon. Alors, là, il y a les deux, hein. C'est dans le dossier que je vous ai donné, il y a l'avant-dernier, c'est Baluchon, donc c'est en français, et le tout dernier, c'est Paklaot, donc en hébreu, enfin, si on veut, en hébreu. Qu'est-ce que j'affiche? Pareil, je fais comme tout à l'heure, j'affiche le français et je passe à l'hébreu. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Donc, pour afficher, il vaut mieux que ce soit sur le bureau. Padam, Baluchon, tac, tac, le voici. Non. Voilà. Ah, ça, c'est un problème que j'aime particulièrement. Oups.
Voilà. Alors, baluchon, en hébreu, enfin en hébreu, en yiddish hébraïsé, hein, nous avons donc Peklaot que je vais vous écrire et où on a bien pris soin de mettre des voyelles parce que le terme est, enfin, les Israéliens le connaissent, hein, mais à la lecture, je pense que ce serait assez compliqué. Et puis, de toute façon, comme vous le savez, tout ce qui est, poésie, hein, à l'instar de la Bible, est vocalisé, hein, jusqu'aujourd'hui. Et bien sûr, parce que un lecteur parfois peut passer à côté, un lecteur de l'hébreu qui fait plus tellement attention à des règles telles que Beget Kefet, telles que Boumaf et autres, pourrait passer à côté d'une allitération, d'une assonance voulue par le poète s'il n'y avait pas les voyelles. Donc Peklaot, qui vient du yiddish, et là je me fais quand même un plaisir de vous l'écrire en yiddish, Pekeler ou Pekaler, tout dépend de votre accent. On va écrire Pekeler, voilà, et ça se lit en yiddish. Pekeler. Voilà, Pekeler. Et l'hébreu que j'ai écrit ici se lit Peklaot. Peklaot. Voilà, c'est-à-dire que, pour vous voyez, qu'on a pris les Pekaler avec sa terminaison éminemment yiddish, germanique, R, hein, Pekeler, on a Pekl et on a fait du Pekl, qui est un baluchon, effectivement, un paquet, un n'importe quoi. On a mis un beau pluriel hébraïque, hein, ce qui reprend exactement la façon de procéder du yiddish et de toute judéo-langue, hein. C'est-à-dire, en yiddish, on a des mots qui sont de racines non hébraïques, comme doctor, et on aura un pluriel doctoirem, un pluriel hébraïque. Et l'inverse, hein, et l'inverse aussi, un mot hébreu avec un pluriel germanique. Bref, peklaot. Je, J'aime beaucoup, beaucoup ce poème et je pense que vous l'aimerez aussi. Il vient en exergue, sa propre exergue, hein, on n'est pas obligé de citer le poème de quelqu'un d'autre, de Havot au Shir mi Tel Aviv, hein, au poème de Tel Aviv. Les lieux où nous avons vécu, les maisons que nous avons connues, les hommes qui nous ont été proches nous suivent en secret. C'est ainsi que la petite ville d'où je viens m'a suivi à Tel Aviv. Indulgente, la ville de Tel Aviv y consent. Elle a compris que tu aimes en elle des rues d'ailleurs, des coins d'ailleurs qui rappellent le passé. Et quand une vieille maison est détruite, ah, quel malheur, quelle honte. Tel Aviv, ville sainte. C'est vrai qu'il a complètement adopté Tel Aviv, que ça a été réciproque, mais qu'il a toujours souffert dans sa chair dès que l'on détruisait les quartiers de Tel Aviv. Et je vous enverrai en guise de cerise sur le gâteau un poème que j'aurais pu mettre dans tout ce lot-là, La destruction du quartier de Nordia, sur lequel je ne peux pas ne pas dire quelques mots. Nordia, euh, encore un nom de Ashkenaz qui a été hébraïsé, est un quartier qui s'est appelé sur le nom de Nordau, qui est un des grands idéologues sionistes, qui a d'ailleurs sa rue au nord de Tel Aviv, on a Sderot Nordau. Bref, Nordia, c'est exactement le quartier où vous avez maintenant Kikar Dizengoff. Avant Kikar Dizengoff, il y avait un quartier fait de briques et de brocs, de petites baraques, pas vraiment des mahabarotes, hein, pas ces baraques en tôle et en bois, mais enfin, c'était guère mieux en tout cas. Et elles ont accueilli pendant quelques décennies des juifs, elles ont été construites, ces baraques, au début des années 20, et donc, ont accueilli beaucoup de familles juives polonaises, beaucoup, beaucoup, jusqu'au jour où, au début des années 60, les bulldozers sont arrivés pour construire Kikar Dizengoff, en tout cas à, à côté, puisque la place Dizengoff existait, on la voit en 1936, mais le quartier qui est à côté. Et,
Et là, vraiment, pour Avot Yeshurun, c'était comme si on détruisait, comme il le dit, hein, comme si on détruisait une partie de sa ville qu'il avait amenée jusque-là. Bon, ceci étant, il faut bien voir que Tel Aviv est quand même une reconstruction complète d'une ville d'Europe, hein, alors, alors je le lis quand même en hébreu, pardon, lapsus révélateur. המקומות שהיינו, הבתים שראינו, האנשים הקרובים הולכים אחרינו בסמוי, סוקרה. וכך קרה שבתל אביב הלכה אחריי העיירה, donc le שטייטל, העיירה שממנה באתי. העיר תל אביב מקבלת זאת בהבנה. היא הבינה שאוהבים בה רחובות ופינות שונות, המזכירים את העבר. וכאשר הורסים בית ישן, אוי, זה לא טוב. תל אביב, עיר הקודש. Alors, évidemment, hein, Tel Aviv, עיר הקודש, je vais dire, waouh, il exagère. Pour lui, évidemment, une ville qui contient tout ce qu'il a aimé, hein, représente effectivement עיר הקודש. Et voilà donc le poème, Lettre de Tel Aviv. Bon, on peut discuter puisque en hébreu c'est Shir mi Tel Aviv, hein, donc poème de Tel Aviv. Alors le de en français est un peu ambigu, alors qu'en hébreu le mi pas du tout, puisqu'il indique la provenance, c'est-à-dire un poème qu'il a écrit alors qu'il est à Tel Aviv. Un poème ou un chant. Vous savez, shir, hein, en hébreu, c'est la même chose, hein. La poésie est musique. Un fragment de Kourkar, détaché de Tel Aviv, est fait du calcaire quand cette ville. Ayez bien en tête, hein, que la langue de Avot est volontairement heurtée, déchirée, coupée, hein, brisée. Jadis, rue Barnett avec Librach dans la chambre. De là au quartier Brenner avec des lettres dans la chambre. De là chez Isaac Elchanan avec Shochat dans la chambre. Là où est Shachar Morgenstern, là aussi Tapouchi Elboim, même chambre. De là à Bograchov avec les baluchons. Là, je suis tombée malade. Là, suspendu les tefilines. De là, on a jeté mes meubles, même pas encore rentré de l'hôpital. Bon, là, il faut un petit peu entendre l'hébreu parce que bah, un poète, c'est quand même évidemment la langue qu'il fait entendre. Et le kourkar, c'est en fait ce matériau qui consiste en du sable aggloméré, si je puis dire, avec lequel on a beaucoup construit au début de bâtiments à Tel Aviv. Qu'est-ce que je peux encore ajouter sur ce kourkar? Voilà, c'est du sable, mais pas seulement du sable, avec du calcaire. Ce qui fait que B. Formentelli a traduit la deuxième fois kourkar, calcaire. חתיכת אבן כורכר נשברה מן העיר, ועשויה מן הכורכר מתי שאותה העיר. Si je devais vraiment reprendre l'hébreu au mot à mot, euh, évidemment, un morceau, un fragment de pierre de Kourkar s'est cassé, parce que j'ai la nishbera, c'est pas détaché, mais c'est brisé de la ville. ועשויה מן הכורכר מתי שאותה העיר, et là c'est intraduisible, hein, et est faite de ce kourkar quand la même ville, quand cette ville-là, point. Donc, ici, c'est évidemment cette évocation de la ville qu'on brise, hein, et cette brisure qui est insupportable. C'est pas le seul poème. On va avoir dans le recueil que je vous ai montré tout à l'heure, et il n'y a rien d'autre, et il n'y a pas autre, et il n'y a rien d'autre que.
Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Hop, le titre, à présent, je n'ai pas, mais enfin, il n'y a rien d'autre que. On a énormément, encore une fois, vers la fin de sa vie, il entend un bulldozer qui travaille sur la maison d'à côté et c'est absolument insupportable. Sans arrêt, cette brisure, et il la revit. Et puis, il va faire un saut dans le passé et évoquer un petit peu tous les endroits et tous les gens, puisque évidemment on sait que ce sont les gens qui sont importants par rapport au texte, avec lesquels il a vécu. Et cette énumération de noms de tous ces coturnes, si je puis dire, ou les gens avec lesquels il a cohabité dans des chambres, est très très émouvant. Parce qu'il nous rappelle évidemment cette litanie de noms que l'on récite, enfin, litanie dans le bon sens du terme, l'importance du nom pour le souvenir. Mais Az, Birechov Barnet, Im Librach Bacheder, Misham, Lishrunat Brenner. Et il écrit Shruna comme on l'écrit en abrégé en hébreu. Lishrou avec une petite apostrophe, Brenner, Im Mirtavim Bacheder. Allusion discrète, mais allusion certes avec les lettres qu'il a reçues dans ces années-là. De sa famille. משם ליצחק אלחנן עם שוחד בחדר, איפה שם שחר מורגנשטרן, שם תפוחי הלבוים בחדר, אפלבוים. C'était pas écrit. Oui, il y a un P qui a sauté, il me semblait bien. Appleboim Bacheder. Tapuchi Appleboim. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que bon, Yitzhak El-Hanan, Shochat, qui est un nom juif plutôt irakien, et puis Shachar Morgenstern, en fait, c'est le compagnon en question s'appelle Morgenstern quand il arrive de sa Pologne, Lituanie, Roumanie, où vous voulez, et en Israël, il devient Shachar, puisque Morgenstern signifie étoile du matin et que Shachar signifie l'aube. De même, Applebaum, donc on rajoute ici un P pour faire Applebaum, signifie le pommier. Et donc, tapourri, c'est tapoir, c'est la pomme, ou ma pomme, enfin, ma pomme en français, c'est curieux, mais en tout cas, voilà. Comment tout ça, évidemment, à la lecture en français, on peut absolument pas, enfin, sauf si on est instruit, enfin, instruit, je veux dire, si on fait le rapport, mais pour j'ose espérer que pour un lecteur de l'hébreu, parce que Shachar et Morgenstern et Tapouchi et Applebaum sont liés bah oui, par un trait d'union, pareil. Mais on a toute cette atmosphère de l'époque où on arrivait avec son nom, qu'on perdait, le nom de sa famille, le nom de son père était perdu corps et biens pour adopter, plus ou moins obligatoirement, un nom hébraïque, chose à laquelle s'est refusé Appelfeld toute sa vie, enfin toute sa vie. Pareil, dans les années 60, où on lui proposait toutes sortes de noms, tous plus excentriques les uns que les autres, et il a toujours freiné des quatre fers. Donc voilà pourquoi cette énumération-là est aussi intéressante sur le plan historique, tout simplement. Misham Lerechov Bograchov, Ima Peklaot, alors revoilà les baluchons, qui évidemment signent l'errance juive dans toute sa splendeur. On a dans la littérature yiddish, on a toujours un personnage qui est représenté avec sa besace sur son dos, justement tous ces pekalech. Là, je suis tombée malade. Sham chaliti, sham taliti et tatfilin. Alors, est-ce que les tfilines sont suspendus à jamais, c'est-à-dire qu'il les abandonne. Moi, c'est ce que je comprends, mais bon. Donc, je lis quand même la strophe complètement. Misham lirechov bugrashov, imapek laot, sham chaliti, sham taliti et atfilin. Vous allez voir ce que ça me rappelle. Misham ishlichuli et mitaltelin. Il y a un petit peu la musique, tfilin, mitaltelin, taliti, chaliti, lifnei, sheot, chazarti, mi beit cholim. Il aurait presque pu écrire beit cholin, puisqu'il a des pluriels araméens avec tfilin. Les mitaltelin, c'est les pekalech. Sauf que c'est en araméen, c'est tous les objets avec lesquels je me balade, je me trimballe. Mhm. Ce que je voulais dire, c'est sham chaliti, sham taliti. Moi, j'entends le psaume 137. Sham yashavnu, Sham bachenu, bezocheinu et Sion. Là-bas, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion.
C'est peut-être juste une allusion qui me traverse la tête, mais Sham Chaliti, Sham Taliti et Tatfilin, la suite du psaume, c'est nous accrochions nos lyres au psaume, au saule, pardon, aux branches de saule. Lui, il accroche ses tefilines et je pense que il raccroche, comme on dit, hein, effectivement, par rapport aux tefilines. Euh, de la rue Bograchov, de la marché du Carmel, de la quartier d'Abu Khadra. Je crois que c'est Abu Khadra, oui, évidemment, avec cette translittération anglo-saxonne qui nous fait prononcer n'importe comment en français, mais c'est Khadra. De là, quartier Shapira, de là, Jérusalem, de là, septième rangée à partir du fond, la pierre écrasée du milieu, le nez brisé du mur des murs. Misham, l'Irichov Bograchov, Misham, les Shuk Carmel, משם לשכונת אבו חדרה, משם לשכונת שפירא, משם לירושלים, משם שורה שביעי מלמטה, אבן האמצע המאוחה, האף השבור של קיר הכותל. Nous revoilà donc dans la brisure, hein, le nez brisé du mur des murs, Kir HaKotel, expression très curieuse, parce qu'en hébreu, on dit à kotel, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Hein, là, Avot veut préciser, veut définir ce mur comme... En fait, ce n'est qu'un kir, ce n'est qu'un mur, et ce n'est pas le kotel avec un K majuscule. Moi, c'est ce que j'entends dans kir à kotel. Michel, Oui, je m'excuse 1000 fois, ouais, mais il est midi moins 5. oui. Je voudrais que nos amis puissent s'épancher un peu. Ok, de toute façon, on peut continuer jusqu'à midi et quart, hein, comme on a Oui, commencé oui, donc là. ça nous fait Bon, 20 minutes je peux encore. m'arrêter Bah, et c'est je peux... tellement bon, C'est trop riche. on s'arrêterait Oui, pas. oui, oui. J'aurais J'ajoute, mis tout. khadra veut dire vert hein, en arabe, hein. Veut dire, alors ça, La je sais couleur pas. verte. Oui, Ah, vert, khadra. oui, Ah oui. ouais, ah, d'accord. Ah oui, Ok. d'accord, ça j'ignorais. Ok. Est-ce que alors j'arrête de partager pour voir un peu tout le Oui, monde, ce sera peut-être plus oui. sympa. Et puis je reviens sur le poème si besoin est. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir ou... Ben, bien sûr. Ah, je sens que Annie a suivi l'hébreu avec, avec beaucoup d'intérêt, et puis certainement elle n'était pas la seule. La somme de tout ce que nous avons entendu. Annie, on ne t'a pas entendu là, mais la somme avec tout ce que tu nous dis aujourd'hui, disons en tout cas après ce qui se passe en Israël sur le Oui, ça rapprochement résonne avec hein, très les fort. Hein. Palestiniens, ça résonne, ça explose. Oui, oui, Et bon, il oui. faut l'entendre sûrement. Mais bon, disons ce qu'on a à dire. Et donc, ceux qui veulent lever la main auront la parole.